Dans un contexte de concentration accrue des groupes de presse, de pression économique et de fragilité du secteur, une question devient essentielle. Comment soutenir un écosystème de médias véritablement indépendant, capable de garantir une information pluraliste, fiable et accessible à toutes et tous? Pour nous éclairer sur ces questions, Coop Média a réuni Julia Cagé, économiste et professeure à Sciences Po, spécialiste de l'économie des médias, et Lucie Anison, cofondatrice et directrice de Coop Média. Ensemble, elles décryptent le paysage médiatique, montrent pourquoi les modèles économiques traditionnels ne suffisent plus et proposent des solutions citoyennes susceptibles de transformer durablement le financement des médias. Ce replay, d'une conférence initialement diffusée le jeudi 27 novembre, offre également un temps d'échange avec le public riche en questions et en pistes d'action pour celles et ceux qui souhaitent s'engager dans la construction d'un paysage médiatique plus démocratique. Eh bien, merci à toutes et à tous d'être là. Vous êtes quasiment 100 en ligne et vous étiez plus de 250 inscrits. Donc, on était très contente de proposer ce temps d'échange sur un sujet qui a l'air de vous intéresser. Juste petite précision logistique. Donc, on s'est donné 1 heure jusqu'à 13h30 pour vous permettre ensuite de rejoindre votre suite d'activités de l'après-midi, manger, etc. On a prévu un temps d'échange et de dialogue avec Julia, puis avec quelques éléments sur Coop Média aussi, mais d'avoir aussi des temps de questions-réponses. On en prendra peut-être au fur et à mesure de la conversation, dans des moments réguliers plutôt que tout à la fin, mais voilà. Et vu qu'on est sur un format webinaire sur Zoom, normalement, vous n'avez pas la possibilité de prendre directement la parole, surtout dans le cas de webinaires où vous êtes nombreux, c'est quand même plus simple de gérer les questions par chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On est aussi accompagné par ma collègue Alice qui pourra noter les questions au fur et à mesure, répondre peut-être à certaines directement dans le chat. Et voilà pour les sujets pratico-pratiques. Je vais peut-être me présenter. Moi, je suis Lucie. Je suis donc cofondatrice et salariée aujourd'hui de la coopérative Coop Média. Je pense que la plupart des gens qui sont là connaissent plus ou moins la coopérative, mais ce sera l'occasion d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je vous en dirai plus sur Coop Média après, mais pour l'instant, on peut peut-être démarrer tout de suite les échanges avec toi, Julia. Euh, et oui, le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, si vous voulez l'envoyer à d'autres gens qui n'auraient pas pu être là. Et ben Julia, je vais te donner la parole. Peut-être tu peux déjà te présenter un petit peu, présenter ce sur quoi tu as travaillé en lien avec les médias ces dernières années, et puis peut-être dire 2 mots d'un bout des médias qui est sociétaire de Coop Média et qui nous a beaucoup soutenus et qui travaille sur ces sujets depuis longtemps, avant de rentrer dans le vif du sujet. Ouais, bah, bonjour Lucie et bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation à participer à ce séminaire avec toi. Donc moi, bah, du coup, je m'appelle Julia Cagé, je suis professeure d'économie à Sciences Po Paris. Je travaille beaucoup en économie politique, en fait, sur les questions d'inégalité politique et notamment, du coup, sur la question de l'indépendance des médias. Je suis aussi présidente de l'association Un bout des médias. C'est une association qui a maintenant quasiment 5 ans, qui fait un gros travail pour se battre, en fait, sur les questions d'indépendance des médias, qui est un travail pour venir en aide aux médias qui se retrouvent en difficulté, attaqués dans leur indépendance, ou à la création de nouveaux médias, à la mise en place de statuts d'un point de vue juridique pour garantir l'indépendance, et aussi un très gros travail de plaidoyer. D'ailleurs, maintenant, on a une chargée de plaidoyer qui est absolument formidable, qui s'appelle Adélaïde Good à plein temps, parce qu'en fait, l'idée, c'est à la fois de pousser des propositions visant à garantir une meilleure indépendance des journalistes. Et comme on peut le voir actuellement, bah, on est quand même loin. Le paysage médiatique est plutôt abîmé aujourd'hui dans l'ensemble. Et on connaît tous, je pense, pour participer à ce webinaire, ce qui se passe dans les médias Bolloré. Mais en fait, ça va quand même bien au-delà des seuls médias Bolloré. Et en même temps, je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est pour ça que ce temps d'échange est extrêmement important aussi, c'est de faire prendre
conscience au public en général que c'est une vraie problématique et un vrai problème. C'est un sujet dont finalement on parle très peu, qui est très peu politisé, dont en fait on parle quasiment que pour des mauvaises raisons. J'ai presque envie de dire là, la fausse commission Ciotti à l'Assemblée nationale visant à torpiller l'audiovisuel public. Bon, tout d'un coup, on va se mettre à parler des médias alors qu'on attend une loi qui aurait dû faire suite aux États généraux de l'information depuis plus d'un an et qu'elle arrive jamais à l'Assemblée, quoi. Ce qui est quand même vraiment, vraiment embêtant. Donc on a quand même un vrai enjeu ici, un vrai sujet. Il y a des initiatives très importantes qui se développent dans ce cadre-là, et c'est pour ça que pour un bout des médias, c'est vachement important de soutenir Cop Média. Vous en faites partie. C'est-à-dire déjà de sortir l'information simplement de la logique du marché, avec une structure qui est beaucoup plus coopérative. Donc vraiment de voir l'information comme un bien public. Ça, j'ai l'impression que c'est en train de rentrer doucement dans la tête des gens, que l'information, c'est pas un bien comme un autre, et donc ça peut pas être simplement produit par des entreprises comme les autres, que c'est un bien public, et donc il faut la sortir de la pure logique du marché. Grâce à la levée de fonds que vous avez faite, de pouvoir financer un certain nombre de médias indépendants. Je pense que parmi ceux que vous avez financés, il y a Mars Actu, si je me trompe pas. Nous, on est au Capital, un bout des médias de Mars Actu, justement, aussi pour soutenir ces médias indépendants, pas seulement au niveau national, mais aussi des médias indépendants locaux. Et puis au-delà de ça, encore une fois, oui, il y a un travail à faire pour que on arrive à politiser finalement le sujet de l'indépendance des médias, que les femmes et les hommes politiques prennent davantage la parole sur ces sujets quand des rédactions sont attaquées. Voilà, on a vu ce qui s'est passé ces dernières semaines aux Parisiens. Alors a priori, il va pas y avoir finalement de vente du jour au lendemain à Vincent Bolloré, mais ça aurait pu arriver à même pas un an des élections municipales, et finalement ça faisait pas la une de tous les médias, alors que ça devrait l'être dans une démocratie fonctionnelle. Donc voilà, donc je suis ravie d'être là et de répondre à toutes les questions et d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui, Lucie. Peut-être on peut démarrer parce que donc tu disais il y a on fixe beaucoup le problème sur Bolloré, mais en fait le problème il est quand même plus large. Tu parles souvent du fait de la responsabilité en fait des modèles économiques des médias qui en fait intrinsèquement provoquent des dysfonctionnements. Et du coup je me disais que ce serait intéressant si tu pouvais nous redire un petit peu comment ça fonctionne, hein, mais enfin, c'est quoi aujourd'hui les différents grands types de structures juridiques ou financières, en tout cas de médias, comment ça fonctionne. Euh, voilà, on parle de différents types de propriété des médias, mais voilà, ça m'intéressait que tu redises, refasses le point sur qu'est-ce qui est possible aujourd'hui dans le monde des médias. Non, mais en fait, il y a plusieurs problématiques et plusieurs problèmes. Mais si vous voulez, enfin, si je devais résumer en un mot avec vraiment la casquette d'économiste, je dirais que la principale difficulté pour le secteur des médias, c'est qu'en fait, c'est un secteur qu'on appellerait dans le vocabulaire économiste à rendement d'échelle croissant. Ça veut dire qu'en fait, ce qui coûte cher, c'est de produire l'information, la première unité d'information, de faire une enquête, de faire un reportage, etc. Et ensuite, peu importe le nombre de gens qui vont la lire, le coût est le même. Alors c'est un tout petit peu différent dans le monde des médias papier, parce qu'il faut imprimer, il y a de l'encre, il faut distribuer, mais c'est complètement vrai à la télé. Et en fait, sur Internet, c'est aussi quasiment vrai. Bon, il y a un tout petit peu de questions de voilà, combien vous pouvez recevoir de personnes sur votre site Internet, mais en gros, ce qui coûte quand même cher, c'est de faire de l'information. Et finalement, peu importe combien de gens vont voir, consommer, lire, écouter cette information, le coût varie pas. Or, en fait, le modèle économique de base normal quand vous êtes dans un marché à rendement d'échelle croissant, c'est la situation de monopole, qui sont en général soit des monopoles privés, mais ce qui est jamais très très bon, soit justement des monopoles publics. Or, la principale tension qu'on a avec la question de l'information et des médias, c'est qu'on veut pas de monopole. Parce que pour des médias, qu'est-ce qu'on veut? On veut du pluralisme. Donc on a un espèce de modèle économique, qui est un modèle qui devrait nous pousser vers le monopole pour un bien, un produit, quelque chose pour laquelle on veut beaucoup, beaucoup de pluralisme. Donc on veut de la concurrence. Et c'est un peu cette tension qui intrinsèquement a conduit à des difficultés économiques pour le secteur des médias quand on les a laissés purement dans une logique de marché. C'est pour ça qu'il faut sortir déjà de la pure logique de la rentabilité financière, etc. En fait, ce que doit produire un média, c'est de l'information de qualité. Et quand je dis sortir de la logique de marché, ça ne veut pas du tout dire que les médias ont vocation à perdre de l'argent. Ils doivent gagner de l'argent, mais pour réinvestir cet argent et pour produire davantage d'informations de qualité. C'est d'ailleurs l'avantage du modèle coopératif. C'est justement quand vous créez une coopérative, vous ne pouvez pas prendre l'entièreté des profits et le verser sous forme de dividendes. Il faut les réinvestir. C'est ça aussi qui a fait finalement
la pérennité et le fait que vous aviez de la stabilité sur le très long terme de médias comme Alter Echo, parce qu'en fait, quand ils ont fait face à des crises économiques au cours des dernières années, ben, ils avaient des réserves héritées du passé. Puis on pourrait prendre d'autres exemples. Donc ça, c'est quand même vraiment la première chose extrêmement importante. La deuxième chose importante, c'est qu'en fait, vous avez un écosystème des médias qui, pendant des décennies, a quand même énormément reposé sur le modèle de la publicité. Alors un peu moins en France que ce qu'on a pu voir à l'étranger, par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, vous prenez un journal comme le New York Times dans les années 70-80 jusqu'à la fin des années 90, en fait. C'était un journal qui reposait à 90% sur des recettes qui étaient des recettes publicitaires. Or, ce qu'on a vu avec le développement d'Internet, c'est pas qu'on a eu une disparition du marché publicitaire, mais c'est que ce marché publicitaire, en fait, il a été complètement capturé par les plateformes, par les réseaux sociaux, par ce qu'on a appelé les GAFA. Il a échappé aux médias traditionnels. La pub, elle s'est effondrée pour la télé, elle a ralenti pour la radio, elle s'est effondrée pour les médias papier et même pour les médias sur Internet. En fait, ils peuvent très peu tirer de recettes publicitaires. Je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi. Je pense que c'est d'ailleurs toujours mieux de dépendre financièrement de ses lecteurs que des publicitaires, parce que ça pose aussi des questions, les publicitaires d'indépendance, mais ça a fragilisé le modèle économique des médias. Or, en fait, ce qui s'est passé, on voit le grand tournant en France à partir de 2010, après la crise de 2007-2008, mais c'est un peu près pareil dans beaucoup de pays. Au même moment, bah, c'est qu'en fait, face à des médias qui perdaient de l'argent, on a eu l'entrée massive de milliardaires qui venaient massivement d'autres secteurs d'activité que le secteur d'activité des médias, qui ont retiré l'essentiel de leurs ressources, qui ont investi, souvent à perdre, leur argent dans le secteur des médias. Pourquoi? Parce que soit d'une certaine manière, ils s'achetaient une danseuse, ça c'est le moins pire des cas, même si c'est pas satisfaisant, soit très souvent, et c'est ce qu'on voit avec Bolloré et pas seulement, il s'achetait un outil d'influence politique. Or, en fait, ce qu'on n'a pas mis en place, c'est qu'on n'a pas mis en place la réglementation qui fait en sorte que, même si des milliardaires achètent des médias, ils puissent pas prendre la main sur la ligne éditoriale, puisqu'on n'est pas en capacité aujourd'hui, dans l'état actuel de la loi française, de protéger cette indépendance éditoriale des journalistes. Donc il y a différentes choses sur lesquelles travailler. Il y a le modèle économique, donc vous pouvez vraiment avoir un modèle de société par action, que ce soit une SAS, une SARL, traditionnelle pour des médias. Il faut avoir des modèles comme le modèle de la coopérative. Vous pouvez avoir des modèles à but non lucratif, comme le modèle de l'association, de la fondation, etc. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que, indépendamment déjà de ce modèle économique, on ait des garanties par la loi d'indépendance des rédactions. Et pour pas faire de réponses trop longues, je vais m'arrêter là, mais c'est pour ça que nous, avec mon co-auteur Benoît Huet, notamment dans le livre L'information est un bien public, on a dit qu'en fait, il fallait changer la régulation pour mettre en place ces garanties d'indépendance et que pour ça, l'État, il avait deux leviers qui sont relativement faciles à utiliser. La première, c'est l'attribution des fréquences pour l'audiovisuel public et privé, enfin notamment pour l'audiovisuel privé. C'est-à-dire que ces fréquences, aujourd'hui, elles sont attribuées aux éditeurs à titre complètement gracieux. Nous, on ne dit pas qu'il faut les faire payer, mais on dit qu'il faut que ça vienne avec davantage de contrepartie. L'autre chose, c'est l'attribution d'un numéro de CPPAP, son la Commission paritaire des publications et des agences de presse, ce qui ouvre droit aux aides à la presse. Et même pour les médias qui disent ne pas avoir d'aide à la presse, en fait, ça ouvre droit à la TVA à taux réduit et tous les médias bénéficient de la TVA à 2,1 et de dire qu'en fait, on ne peut pas avoir accès soit à une fréquence, soit à un numéro de CPPAP si on ne pose pas un certain nombre de garanties d'indépendance, parmi lesquelles il faudrait rendre obligatoire dans la loi d'après moi, et ça fait aussi partie des propositions du pôle plaidoyer pour la plupart d'un bout des médias. Un droit de veto des rédactions systématique sur le choix du directeur ou de la directrice de la rédaction. Ça, c'est quand même extrêmement important. Et deux, parce que c'est ça qui permet de changer le rapport de force qui existe actuellement entre les rédactions, les journalistes et les actionnaires, un droit d'agrément en cas de changement d'actionnaire majoritaire d'un média d'information. Et puis il y a plein de choses qui résonnent. Je trouve ça hyper intéressant, la question de la tension entre le modèle économique, enfin, la tentation monopolistique, considérant le modèle économique versus le besoin de pluralisme. Du coup, je sais pas s'il y a un nombre maximum de médias qu'on peut atteindre pour un nombre de lecteurs, un espèce de palier maximum. Mais c'est une question qui se pose beaucoup, et notamment dans des structures comme Cop Media, est-ce qu'il faut essayer de favoriser l'émergence de nouveaux médias? Est-ce qu'il vaut mieux essayer de solidifier les médias existants? Enfin voilà, c'est une tension, mais peut-être on pourra y revenir par ailleurs, mais une vraie tension. Euh,
Sur la question de peut-être ces modèles qui permettent des modèles économiques différents, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de modèles, tu les as un peu évoqués, de formes de médias qui vivent sur du don et qui basent complètement leur modèle économique là-dessus. Et qui témoignent, et nous c'est un peu à ça qu'on a essayé de s'attaquer à COP Média, ces nouveaux modèles de médias, dont les médias indépendants, enfin aujourd'hui les médias indépendants, il y en a quand même énormément qui fonctionnent sur du don abonnement en gros. Quelques-uns ont un peu de publicité, mais je pense pas j'ai pas en tête d'exemple de médias indépendants dont le modèle est exclusivement basé sur de la publicité. Enfin, je pense pas que ce soit possible. Euh, et il y a aussi la question de l'accès, une fois qu'on est indépendant, l'accès à l'argent. L'accès dans le secteur bancaire, par exemple, à l'argent. Je pense que le côté, l'espèce de truc de un média est fondamentalement déficitaire, il fait que les médias aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à accéder à de l'argent, que ce soit de l'argent public, de l'argent privé. Donc, ils se basent sur ces modèles 100% dons qui sont pas forcément. Enfin, je sais pas comment tu lis ça. Est-ce que c'est des modèles pour toi viables à long terme et quelles sont les solutions pour justement dépendre d'autres acteurs et comment généraliser l'accès à des financements? Nous, on propose des financements grâce aux citoyens. Un bout des médias est aussi parti sur ce type de choses. Mais quelles sont les pistes aussi pour donner accès de manière un peu plus égalitaire peut-être à des médias indépendants, à des sources d'argent privées, publiques qui existent aujourd'hui? Bah, il y a différentes choses. Je vais répondre sur les aides publiques et l'argent public dans une minute. Le premier point que je veux dire, c'est que enfin, moi, je pense que c'est extrêmement important que les gens se rendent compte et réalisent que l'information, ça a un coût. Voilà, que c'est pas gratuit de produire de l'information, que ça coûte de l'argent de payer des journalistes, de leur donner le temps d'enquêter, de faire des recherches, de travailler, de faire leur métier. Et que de ce point de vue-là, c'est pas forcément une très bonne chose que l'information soit gratuite et qu'on soit financé que par des dons. Je pense que là, il y a une autre tension. Je disais tout à l'heure, la première tension, bah, c'est sur la tentation du monopole versus le pluralisme. La deuxième tension, c'est sur le fait de se dire, bah oui, l'information est un bien public. Donc en fait, on voudrait que tout le monde puisse en bénéficier et en même temps, c'est pas gratuit. Mais alors, comment on fait pour des biens publics dont on veut que tout le monde puisse bénéficier et qui sont pas gratuits? Bah, en général, le modèle s'appelle les impôts. Ce qui permet de financer l'école, par exemple, qui permet de financer l'éducation. Voilà, ça a un coût, on paie des professeurs, c'est pas gratuit, et tout le monde contribue à ça finalement, indépendamment de combien il en consomme, ça va dépendre de votre nombre d'enfants, à travers le système d'impôt. Et du coup, la question c'est comment on répartit finalement cette dépense publique. Sur l'école, on sait très bien, enfin, quoique, il y a beaucoup d'inégalités dans la manière dont c'est fait, mais dans un modèle idéal, on voudrait pouvoir dépenser bah, le même nombre d'euros par tête d'étudiant, par tête d'élève, pour qu'on ait une répartition égale de l'effort qui est fait. C'est plus compliqué pour le secteur des médias. Parce qu'on on veut pas qu'il y ait une infinité finalement de médias à financer. De toute façon, ça serait pas faisable, mais on veut pas non plus que ce soit l'État qui fasse lui-même les choix, parce que là, ça pose vraiment des problèmes d'indépendance. C'est pour ça qu'il y a eu le système d'aide à la presse tel qu'il existe aujourd'hui, avec un certain nombre d'aides qui sont des aides complètement indirectes, comme la TVA à taux réduit. Et puis après, il y a le problème avec toutes les aides qui sont beaucoup plus directes. Il faut faire des applications qui sont moins également réparties. Alors, c'est quoi aujourd'hui le modèle avec le problème avec le système existant d'aide aux médias, notamment, on va dire, la TVA à taux réduit, puis toutes les aides en fait qui bénéficient majoritairement aux médias papier, et je pense notamment aux tarifs postaux préférentiels. Le problème, c'est que par construction presque, ça bénéficie aux médias qui se portent le mieux financièrement. Pourquoi? Bah, parce que la TVA à taux réduit, en fait, plus vous avez d'abonnés, plus vous vendez de titres, bah, plus vous allez en bénéficier. Alors, pas par titre vendu, mais en masse, c'est quand même le cas. Les tarifs postaux préférentiels, bah, il faut avoir des abonnés auxquels vous postez vos journaux. Si vous n'avez pas d'abonnés, vous n'en bénéficiez pas. Et donc, en fait, on a mis, sans s'en rendre compte, mais aussi parce que c'était un moment quand ça a été introduit, ces aides-là, les premières aides à la presse en France, c'est 1920, vous savez, ça a eu le temps de se développer et puis de mal vieillir. Ça a été introduit à un moment où finalement le marché était relativement peu concurrentiel. Et puis il n'y avait que certaines formes de faire de l'information. Et du coup, on a mis des aides à la presse qui bénéficient finalement plutôt, mais pas pour des mauvaises raisons comme on l'entend souvent, simplement par construction et par définition à des acteurs qui se portent plutôt bien,
qu'à des acteurs qui sont en difficulté. Et du coup, la question, c'est comment on fait potentiellement pour réallouer finalement de manière plus juste, plus équitable, ou en tout cas qui va être davantage en faveur du pluralisme et de l'émergence de petits acteurs, ces aides à la presse existantes. Moi, une des choses que j'ai proposées, ce que j'ai appelé, le nom est pas très important, mais c'était l'idée d'avoir des bons pour l'indépendance des médias. Donc c'était de prendre les sommes allouées aujourd'hui pour les aides à la presse, voire quelque chose de plus important, parce que je pense qu'on dépense pas assez d'argent public pour l'information. Je pense qu'elle est mal répartie, mais qu'on n'en dépense pas assez. C'était un calcul que j'avais fait à l'époque, c'était il y a longtemps. Mais dans Sauver les médias, j'avais fait un petit calcul en fait de combien les journaux payaient d'impôts versus combien recevaient d'aides publiques. Vous avez toujours cette rhétorique, ah, les médias sont sous perfusion, en fait pas du tout. Je veux dire, ils versent davantage d'argent à la puissance publique qu'ils en reçoivent vraiment. Mais de dire, voilà, on va donner à l'ensemble des citoyens un espèce de bon pour l'indépendance des médias qui va pouvoir allouer chaque année aux médias, au singulier ou au pluriel, de son choix. Donc l'idée, c'est de se dire, on décide collectivement combien on veut dépenser pour financer les médias, et après on laisse à chaque citoyen, finalement, la possibilité de venir en aide aux médias de son choix. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que fondamentalement, les gens vont pas forcément soutenir financièrement, avec le bon pour l'indépendance des médias, les médias auxquels ils sont abonnés aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes abonné à l'Humanité, au Monde, si vous êtes abonné à l'IB, même si vous êtes abonné au Figaro, en fait, vous faites déjà un effort financier, entre guillemets, pour payer la consommation d'informations. Mais peut-être que justement, quand vous recevrez ce bon pour l'indépendance des médias, vous allez aller le donner à Reporter ou à Mars Actu, en vous disant que bah, peut-être pour ces médias-là, vous n'allez pas vous abonner en plus parce qu'il vous faut un média un peu plus généraliste, mais que vous avez envie d'aller les soutenir. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses à penser, qu'on s'est jamais donné le temps de les penser de manière apaisée. Et que c'est quand même assez urgent Enfin, moi, je l'ai dit souvent, hein, mais je continue à le répéter. Je pense que je le répéterai pendant les 40 prochaines années, si c'est pas encore fait. Je pense que ce qu'on a, la loi de 86 aujourd'hui, il faut même pas la nettoyer, quoi. On la prend, on la met à la poubelle. Je veux dire, à un moment donné, un truc... c'est comme si vous aviez demain un lecteur de cassettes, quoi. Ça sert à rien de le réparer, il n'y a plus de cassettes, ça correspond plus aux technologies. On peut le regretter qu'il n'y ait plus de cassettes, mais c'est quand même la vérité. Bah, c'est pareil pour la loi de 86, quoi. Ça correspond à des médias qui sont plus là, un univers qui a changé, on la prend, on la met à la poubelle. Il faut tout repenser à zéro collectivement. Et du coup, sur cette question de pluralisme versus émiettement, est-ce que avoir, enfin, c'est une question qui est arrivée dans le chat, euh, comment est-ce qu'on résout quand même un peu cette tension entre avoir, je sais pas, aujourd'hui, je crois que en fonction de comment on les compte, mais il doit y avoir entre 500 et 700 médias indépendants. Ça dépend si on inclut les radios ou pas les radios. Ça dépend. Enfin bon, bref, je sais pas d'ailleurs si toi, tu as un calcul de nombre de médias indépendants, mais il me semble que si on compte les radios, etc., on est à peut-être 6 ou 700 médias indépendants en France. Il y a quand même aujourd'hui des voix. Il y a eu un peu des petites polémiques à l'échelle du monde des médias indépendants. Donc voilà, mais sur est-ce qu'il faut essayer de se regrouper, de ne pas se regrouper? Est-ce que en fait ce modèle économique du média, est-ce qu'il ne va pas nous obliger en fait à se regrouper dans des grands groupes? Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Enfin, il y a beaucoup de choses là-dessus. Il y a Comment toi tu différentes choses. En réagis? fait, il y a la question des fonctions support, pour le dire rapidement, puis il y a la question de de la production d'informations. Voilà, moi je pense que je suis assez fan de l'idée d'un Olivier Legrain de mettre en place une maison des médias libres, parce que je pense qu'il n'y a aucun sens, mais même d'un point de vue du travail, du point de vue d'une rédaction. Après, je suis pas journaliste, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de sens de chacun chercher un bout de local pour avoir deux personnes par-ci, deux personnes par-là, deux personnes par-là, et que c'est bien finalement qu'on puisse regrouper et partager des choses bah, comme les fonctions support. Donc, juste, déjà, c'est pas pareil d'avoir quatre bâtiments que d'avoir un gros bâtiment, de partager bah, les ordis, les lieux, l'électricité, et de partager aussi tout ce qu'on va appeler techniquement les CRM, par exemple. C'est des choses qui coûtent cher pour gérer les fichiers d'abonnés, de partager ce genre de choses. Donc, d'un point de vue purement production d'information. On peut complètement avoir des lignes éditoriales et des médias et des offres différentes, parce qu'en fait, c'est pas cher aujourd'hui d'avoir un site. C'est pas comme devoir être complètement distribué. Vous voudriez pas imprimer des 100 exemplaires d'un journal et puis le distribuer partout, puis reprendre le pilon derrière. Mais sur Internet, c'est beaucoup plus simple. Mais il faut savoir mutualiser les fonctions support pour commencer. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, il faut quand même regarder la réalité de ce que les gens sont prêts à payer. Donc, il faut convaincre les gens davantage de vouloir payer. Mais même si vous prenez les 12-15% des gens qui, chaque année, se disent prêts à payer pour un média, ils disent qu'ils sont prêts à dépenser 8-10 euros. Alors, disons même qu'ils montent à 12, on va dire le prix d'un abonnement à Mediapart. Bon, bah, vous avez payé Mediapart.
Et puis après, vous lisez quoi? Comment vous financez les autres? Et donc, on a un peu un système qui fait qu'on va avoir un grand gagnant et les autres vont un peu souffrir, pardon, excusez-moi. Et de ce point de vue-là, moi, je pense que des modèles où on mutualise également les formules d'abonnement. Donc en fait, on va avoir un abonnement couplé qui va vous donner accès à plusieurs petits, au sens quantitatif de taille de l'audience média. C'est aussi un système auquel il faut penser aujourd'hui. Je suis pas très... Vous avez des gens qui avaient poussé, puis il y a eu des petites apps qui se sont développées avec plus ou moins de succès. Je suis pas très pour le Spotify des médias, parce que je pense que tous les trucs qui peuvent avoir un aspect un peu course au clic sont jamais très bons, notamment quand on a cette vision de l'information comme bien public. Par contre, c'est vrai que voilà, personne pourra à la fois s'abonner au Monde à Lib et à Mediapart, à Lume, à Reporter, au Vent se lève et à Mars Actu. C'est pas vrai, les gens, ils n'ont pas l'argent au jour pour faire ça. Donc avoir l'idée que pour 12 euros, vous pouvez avoir accès à plusieurs médias indépendants. Potentiellement, parmi 10, vous pourriez en choisir 3 ou 4 et qu'ensuite on se repartage ces ressources entre médias indépendants qui seraient aussi potentiellement dans les mêmes lieux d'un point de vue physique. Moi, je trouve ça très très bien. Alors, je sais qu'il y a des débats. Là, c'est un point où je suis peut-être un peu moins d'accord avec Olivier Legrain sur le fait d'avoir une holding, donc en fait de les regrouper dans une structure qui serait d'un point de vue juridique. Moi, je pense pas qu'il y ait besoin de le faire d'un point de vue juridique parce qu'on veut pas créer de conflit, on veut la liberté d'entrer et de sortir, que ça reste un écosystème qui soit suffisamment fluide. Mais bien sûr qu'il faut penser en partie à la mutualisation des ressources. Là-dessus, je vais faire un rapide coup de pub du coup pour les trois structures d'un coup qui travaillent sur ces sujets-là en ce moment. Tu en as un peu parlé, la Maison des médias libres, qui est un projet qui date d'il y a plus de 10 ans, je crois, d'avoir un local dans Paris, enfin en région parisienne en tout cas, qui puisse accueillir tous les médias indépendants qui le souhaitent. C'est un projet qui est en train d'aboutir puisque normalement, je crois que les travaux sont censés démarrer en début de 2026 et accueillir les premiers médias en 2027. Et ce sera boulevard Barbès, je n'ai plus le numéro en tête, mais en gros un grand espace pour héberger les médias indépendants et avoir aussi un grand auditorium, pouvoir organiser des événements, enfin en faire un peu un lieu central de, euh, de soutien et de visibilité des médias indépendants. Je ne crois pas qu'il y ait de site internet, donc je ne peux pas vous donner de site internet, mais sachez que j'imagine qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. Et par contre, les deux autres initiatives qui ont été lancées il n'y a pas très longtemps et sur lesquelles vous pouvez tout à fait aller en ligne, voir les projets, je crois que c'est passé un peu dans le chat, mais il y a La Presse Libre qui est un groupement d'abonnement à 8 ou 9 médias en même temps. Je ne vais pas tous les citer parce que j'en oublie toujours, mais de mémoire, Politis, Médiacité, Arrêt sur Image. Bref, il y en a 8 ou 9 et ça vous permet de vous abonner en un coup à tous ces médias-là. Donc, allez voir sur leur site. Et un autre dispositif qui est un peu moins lié à notre discussion là, mais qui est quand même intéressant, qui est le portail de Basta, qui tente justement pas dans un truc de Spotify, mais plutôt vraiment dans le souci d'aller chercher chaque jour le meilleur des médias indépendants. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en France et en Europe. Il y a des tas d'articles traduits et ils font une revue de presse de tout ce qui se passe dans les médias indés. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui, sans être une usine à gaz de holding, de machin, est aussi un lieu où on peut mettre en visibilité et mutualiser quelque chose, un outil de mise en visibilité des médias indépendants. Je ne sais pas si Alice, est-ce que tu as envie de nous partager quelques questions? Ah oui, non, il y a une question à laquelle je vais répondre tout de suite parce qu'il y a plein de questions sur c'est quoi un média indépendant. Je vais donner peut-être nous ce qu'on a mis dans notre charte comme définition de média indépendant. Et je ne sais pas, Julia, si toi, de ton côté, tu auras envie de compléter sur qu'est-ce que c'est qu'un média indépendant. Mais nous, on s'est beaucoup inspiré de la définition donnée par une structure qui s'appelle le SPIL, qui est le syndicat de la presse indépendante en ligne, et qui a travaillé là-dessus. Et du coup, bon, on ne voulait pas réinventer l'eau chaude, on s'en est quasiment complètement inspiré dans notre charte. On définit un média indépendant comme une structure revendiquant la transparence, l'indépendance et l'autonomie vis-à-vis de pressions politiques, économiques et idéologiques,
qui assure l'indépendance éditoriale de sa rédaction dans le respect de la charte de Munich, qui est une charte qui définit les droits et devoirs des journalistes, dont la majorité du capital doit être détenue par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale se situe dans les médias. En cas d'actionnaire minoritaire hors médias, le conflit d'intérêts doit être un peu réfléchi au cas par cas. Et dans le cas d'une association, c'est l'indépendance appréciée par le fait d'avoir des sources de financement diversifiées et évidemment des responsables qui ne sont pas en conflit d'intérêts d'avoir des activités, dans d'autres champs que celui des médias qui pourraient influencer la ligne éditoriale. C'est assez large, mais en même temps, c'est difficile d'avoir une définition très encadrée. Et de toute façon, enfin, je crois que la question de l'indépendance est toujours une question qui s'apprécie aussi. Enfin, Julia, je ne sais pas comment tu vois les choses, mais j'ai l'impression que même sur les médias qui sont détenus par des fonds de dotation, qui ont mis en place des structures qui préservent leur capital, etc. La question de l'indépendance, il n'y a pas de oui, non clair, net, précis, sauf dans certains cas qu'on connaît. Mais je veux dire, souvent, c'est un peu un marronnier qui a une réponse qui peut bouger, quoi. Non, je suis d'accord. En fait, moi, elle me va très bien ta définition et c'est une très bonne approche. La seule chose que je veux souligner, c'est vraiment important pour un beau des médias, c'est-à-dire que il y a la question des médias indépendants, il y a la question de l'indépendance des médias. Et que moi, ça me paraît vraiment utile de se battre et de défendre partout l'indépendance des médias. Même pour les médias qui ne vont pas être indépendants, au sens de la définition que tu viens de donner, ça me paraissait essentiel d'essayer d'être à la pointe de la défense du journal du dimanche au moment où vous avez vraiment la reprise en main par Bolloré, l'imposition d'un nouveau directeur de la rédaction contre l'avis de 95% des journalistes au journal du dimanche. Et le fait qu'en fait, enfin, du coup, la rédaction s'en va et que vous avez plus du tout d'indépendance. Alors, vous pouviez dire qu'avant, le journal du dimanche n'était pas parfaitement indépendant, sauf qu'il en avait plus qu'aujourd'hui et que c'est important de se lever et de se battre pour lui. Et j'ai envie de dire, finalement, ça va sans doute pas se faire dans l'immédiat, en tout cas. Et tant mieux, la reprise en main du Parisien par Vincent Bolloré. Mais moi, ce qui m'inquiète souvent, c'est qu'on entend un peu trop, genre, mais de toute façon, le Parisien, c'était pas vraiment indépendant. Regardez Bernard Arnault, regardez sur ce qu'ils ont fait, la couverture de Ruffin, merci patron. Et c'est vrai que Bernard Arnault, c'est pas un actionnaire qui est excellent, qu'on peut vouloir beaucoup mieux et qu'il y a eu de la censure et qu'il y a eu de l'autocensure. On peut citer Ruffin, mais on peut citer d'autres choses. En même temps, ça aurait été pire avec Bolloré. Et du coup, c'est pas parce que le Parisien, au sens que vous voulez donner finalement, c'est un média qui ne serait pas indépendant, dont il faut pas défendre son indépendance. Donc, quitte à me faire sauter par tout le monde, c'est l'avantage d'être en webinaire, surtout dans un débat avec vous, avec Cop Media. En fait, moi, plus j'y pense, plus avec le recul, je me dis que cet héritage un peu de la création de Mediapart, hein, qui consiste à dire il y a les médias indépendants et il y a les autres, bah, c'était pas une si bonne idée. Parce qu'en fait, ça a un peu conduit à penser qu'en créant suffisamment de médias indépendants, on allait résoudre finalement tous les problèmes qui se posaient aujourd'hui aux médias, je sais pas moi, plus traditionnels ou plus historiques ou plus anciens. Et j'ai eu un débat récemment à Libération avec Fabrice Arfi et Paloma Moritz, et on parlait un peu de ça, et finalement Fabrice Arfi, il disait, bah oui, bah regardez, nous, à Mediapart, le travail qu'on fait, on le fait en toute indépendance, et Paloma Moritz, elle disait, bah c'est pareil à Blast, et finalement tout le reste, les télés, etc. Et il disait, voilà, regarde, Julia, tu t'inquiètes, mais en fait, c'est le vieux monde qui s'effondre. Mais peut-être qu'il s'effondre, ce vieil écosystème des médias-là, mais alors, il s'effondre tellement lentement par rapport à l'émergence d'un nouvel écosystème qui va tous nous planter avec, et la démocratie pour commencer, quoi. Donc c'est pour ça, je pense que ce serait mieux qu'on se mette tous d'accord sur des conditions d'indépendance des médias, qu'on fasse au mieux pour les défendre et les pousser dans la loi, plutôt que d'opposer finalement un peu ces nouveaux médias indépendants au sens de la définition que tu viens de donner au reste de l'écosystème, quitte à sacrifier le reste de l'écosystème, que pour moi on doit défendre, même s'il n'est pas parfaitement indépendant aujourd'hui, mais pour faire en sorte qu'il le soit un peu davantage demain, quoi. Oui, oui, non, c'est sûr que l'autre jour, j'étais à un événement, il y avait le directeur de Reporters sans frontières et qui disait c'est important de soutenir les médias indépendants, etc. Mais nous, ce qu'on veut vraiment défendre, c'est l'indépendance des médias. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on peut redonner aux médias, même ceux qui sont pas indépendants, le plus d'indépendance possible? Et je suis entièrement d'accord avec ça. C'est juste que nous, à l'échelle de Cop Média, je peux peut-être dire deux mots sur Cop Média, puis ensuite il y a quelques questions qu'on pourra prendre. Mais nous, à Cop Média,
bon, on n'allait pas s'attaquer à l'indépendance des médias au sens large. Enfin, on aurait pu, mais voilà, notre mission et notre raison d'être, c'est vraiment de soutenir les médias indépendants dans leur développement, leur modèle économique, etc. Et notamment de s'attaquer, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, à l'économie des médias, dans le sens comment est-ce que on donne l'accès à des financements à des médias indépendants. Parce qu'aujourd'hui, les médias indépendants, une de leurs problématiques, il y a la mutualisation, etc. Ça, je pourrais en reparler aussi. On essaye aussi de s'attaquer à ça. Mais un de leurs premiers enjeux, c'est quand même où aller chercher des financements pour des projets de développement, pas forcément pour leur activité au quotidien, mais pour développer leurs activités, pour mener la vie d'une entreprise en cas de besoin de rénovation d'un site web, en cas de besoin d'achat de locaux, en cas de besoin de développement d'une nouvelle activité qui permettrait d'asseoir un certain nombre d'abonnés, etc. Aujourd'hui, ils n'ont pas de source de financement auquel ils peuvent s'adresser. Il y a quelques dispositifs qui existent, le Fonds pour la presse libre qui a été créé par Mediapart, quelques fonds publics, le Fonds de soutien au développement, FSDP, Fonds de soutien au développement de la presse, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire les acronymes, qui accordent des financements, mais qui là est gelé depuis cette année, on ne sait pas exactement ce qui va en ressortir, et qui est très compliqué à obtenir. Bref, on s'est dit comment est-ce que on va créer une structure qui puisse soutenir les médias indépendants, notamment sur cet aspect financement. On a lancé donc la coopérative, je vais vous en dire deux mots, j'avais prévu une presse, mais enfin c'est quand même plus agréable de se voir et on pourra vous l'envoyer de toute façon par mail. Mais on a créé la coopérative il y a 1 an et demi. Notre première mission, ça a été d'essayer de réunir au sein de cette coopérative, c'est une SIC, pour ceux qui savent ce que c'est qu'une SIC, plusieurs catégories autour de la table, c'est-à-dire des médias, des structures de l'économie sociale et solidaire engagées et qui veulent soutenir l'indépendance des médias, et des citoyens, des citoyennes, avec 4 objectifs, donc financer les médias indépendants, diffuser les médias indépendants en développant des nouveaux outils, des nouveaux canaux de diffusion, etc. Mutualiser des outils, on en a parlé un petit peu, en développant des outils communs, en hébergeant des compétences partagées entre médias, etc. Et défendre, faire de l'indépendance des médias une grande cause auprès des pouvoirs publics et du grand public au sens large. Depuis 1 an et demi, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis 1 an et demi, on a énormément travaillé à lever des fonds. On a dépassé, je ne sais pas si vous avez vu nos dernières publications, mais on a dépassé le million dernièrement. Donc, on est hyper content. On a environ 2600 sociétaires, donc des citoyens, des citoyennes, des médias indépendants. Je crois qu'on est plus de 60 médias indépendants dans la coopérative aujourd'hui. Je pense qu'on doit être à 70 organisations engagées de l'économie sociale et solidaire qui ont souhaité nous soutenir. Donc, on a une super belle communauté autour de nous, de personnes dont l'enjeu est de dire je souhaite soutenir la cause de l'indépendance des médias. C'est un peu aussi, Julia, t'en parlais tout à l'heure, mais cette idée de dire bon, moi, je vais être abonnée à Mediapart ou au Figaro, ou à, voilà. Mais je souhaite pouvoir soutenir de manière un peu globale ce mouvement de l'indépendance des médias et que certains médias puissent être aidés par une structure tierce. Et nous, on est là pour ça. Alors, on ne remplace pas les impôts, mais c'est un peu notre idée d'être cet intermédiaire entre des citoyens qui voudraient pouvoir aider les médias, mais qui ne savent pas forcément qui aider, à quelle hauteur, etc. Donc, on vient d'annoncer les 5 premiers médias qu'on a financés. On a financé pour 250 000 euros en tout. On a financé Basta, notamment pour le portail dont je parlais tout à l'heure, le portail des médias indés. On a financé Vert, qui est un média sur l'écologie, un média en ligne sur l'écologie, et qui souhaitait pouvoir développer toute une activité en lien avec la vidéo, qui est aujourd'hui un des manques pour eux dans leur capacité de développement et pour pouvoir aller toucher des nouveaux publics. On finance Fracas, qui est un média papier sur l'écologie radicale et qui avait besoin de financement à la fois pour sortir un hors-série
sur le sujet justement des médias et pour refondre un peu leur système aussi de gestion d'abonnement, parce que la question de la gestion aujourd'hui des flux d'abonnés ou de donateurs, etc., de comment est-ce que tu peux gérer les personnes qui sont les lecteurs, les lectrices de ton média, c'est essentiel pour les médias aujourd'hui et c'est des investissements notamment numériques qui coûtent très cher. Donc voilà, ils vont financer ça aussi avec notre aide. On va donc financer Mars Actu, dont tu as parlé, qui est un média d'investigation local à Marseille, et Street Press, qui est un média en ligne généraliste avec quand même un accent mis sur la lutte contre l'extrême droite. Très concrètement, comment ça marche? Parce que je sais que c'est des questions qu'on nous pose beaucoup et sur lesquelles on essaye d'être le plus clair possible. Aujourd'hui, Cop Média, donc c'est une coopérative. Nous, on lève des fonds auprès donc de ces 2600 personnes déjà sociétaires et plein d'autres bientôt. C'est-à-dire qu'on on demande pas du don. C'est pas du don lorsque vous investissez dans Cop Média. C'est une part sociale que vous prenez, c'est-à-dire que vous devenez copropriétaire de la coopérative. Vous devenez sociétaire, on appelle ça. Et une fois que vous êtes sociétaire de la coopérative, vous donc devenez copropriétaire, vous votez à l'Assemblée générale, on est redevable de vous présenter les comptes, vous élisez le conseil d'administration, enfin, vous devenez vraiment partie prenante du projet. Et nous, ce capital qu'on lève, on l'utilise notamment pour financer des médias indépendants. Donc de la même manière que vous avez quelque part placé votre argent chez nous, nous, on place ensuite cet argent chez des médias indépendants pour une durée limitée, 4, 5 ou 7 ans. En gros, sur ces 5 médias, il y a ces 3 possibilités. Et ces médias vont rembourser l'argent qui pourra ensuite être réinvesti ailleurs. Donc en gros, l'idée, c'est vous prenez une part sociale, ou plusieurs, 10, 15, 20 en fonction de vos capacités. Vous la laissez dans Cop Média pour 5 ans au minimum. Si vous voulez pouvoir bénéficier de la déduction fiscale, c'est 5 ans minimum. Et nous, pendant ce temps-là, cet argent, on l'utilise pour financer des médias indépendants. Au bout de 5 ans, vous pouvez récupérer votre part sociale si vous le souhaitez. Et nous, au bout de 4, 5 ou 7 ans, on va récupérer l'argent qu'on a investi dans des médias. Donc voilà, c'est ça le système, c'est d'avoir aussi un circuit de l'argent qui peut revenir et qui sera réutilisé à bon escient. Petit mot sur la déduction fiscale. Du coup, vous pouvez effectivement bénéficier d'une déduction fiscale de 50% quand vous investissez dans Cop Média. Je crois que j'ai fait à peu près la description de Cop Média, qui on est, à quoi on sert. On va pouvoir prendre un certain nombre de questions. Et il y avait notamment une question, Julia, sur aujourd'hui, quels sont pour toi les enjeux spécifiques de la presse locale? Est-ce que aujourd'hui tu vois des pistes qui marcheraient spécifiquement pour cette presse-là par rapport à la presse nationale, qui à mon avis a des enjeux un peu différents? Non, non, en fait, c'est exactement les mêmes enjeux, mais il y a une difficulté supplémentaire pour la presse locale qui est, en gros, désolé de revenir aux fondamentaux des questions de marché, alors qu'on parle d'information comme un bien public, mais le marché de la presse locale, il est petit, alors que le marché de la presse nationale, il est plus grand. Ce qui veut dire qu'en fait, votre lectorat potentiel, bah, il est beaucoup plus faible. Et en plus, vous êtes dans un monde où il n'y a pas de revenus publicitaires pour compenser la faiblesse, entre guillemets, du lectorat. Donc la question, c'est comment vous faites pour financer la production qui coûte cher d'une information de qualité suffisamment riche au niveau local. C'est là où la question des dons, je pense que c'est quand même une question extrêmement importante, au-delà de la question des abonnements et le fait de soutenir une presse locale, même si on la lit pas, parce qu'on n'est pas directement concerné. Il y a une campagne en cours, j'en profite pour faire la pub, qui est lancée par Médiacité, qui est dans quelques grandes villes, Médiacité, mais il y a d'autres grandes villes où Médiacité est pas là, où il faudrait aussi de l'information au niveau local. Je pense que c'est un manque, entre guillemets, au départ sur le développement du coup, ce que j'aime pas appeler, mais qu'on appelle les médias indépendants, qui ont été plutôt développés au niveau national. Il y en a qui se développent au niveau local, mais on voit ce qui marche. Typiquement, Marseille Actu, c'est Marseille, c'est la deuxième plus grande ville de France. Donc vous avez un marché, entre guillemets, qui est potentiellement plus grand. Donc il y a vraiment un enjeu, comment on fait pour financer une rédaction, en fait, avec un lectorat qui est de taille limitée par définition, parce qu'en fait, vous couvrez une géographie qui est relativement limitée.
Comment on fait du coup, puisque ça pose des difficultés, si on peut pas le faire avec de la publicité, si on peut pas le faire qu'avec de l'abonnement, bah, pour recevoir du don. Et c'est là où, encore une fois, moi je pense qu'en fait, il faudrait presque des aides publiques aux médias qui soient uniquement tournés vers les médias locaux. L'absence de médias locaux, c'est un truc qui est complètement dramatique, hein. On n'est pas en France comme on est aux États-Unis, mais aux États-Unis, on parle littéralement de désert médiatique. Vous aviez des endroits où vous aviez des journaux locaux où il n'y a plus du tout de couverture locale. Et ça veut dire quoi? Pas de médias au niveau local? En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de couverture d'un certain nombre de cas de détournement de fonds publics, de corruption, de pression, etc. Parce que, en fait, ce qui va se passer à la mairie d'une petite ville de France, mais en fait, il y en a beaucoup des petites villes de France de 25 000 habitants, s'il n'y a pas de journalistes pour être là, pour assister aux délibérations des conseils municipaux, pour suivre ce qui s'y fait, en fait, ça ne donnera pas lieu à enquête et c'est vachement. Enfin, c'est vachement compliqué. On voudrait le canard, entre guillemets, pour révéler des scandales dans toutes les villes de France, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la première problématique. Et puis, la deuxième problématique, c'est, bah oui, s'il faut regarder l'actionnariat de la presse locale, ça s'est pas beaucoup amélioré au cours des dernières années. Alors, il y a eu des modèles un peu à part, notamment le modèle de Ouest France, qui s'est développé dans les années 90 pour échapper à l'époque à une reprise en main et au phénomène de concentration qui se jouait dans l'univers de la PQR. Donc il y a le modèle associatif de West France qui est très bien parce que c'est protégé d'une entrée en capital qui n'est pas parfait. Parce que du coup, le groupe West France se situe en situation de quasi-monopole. Ça, c'est un autre problème avec la loi de 86. C'est que la loi de 86, elle définit les seuils de concentration dans les médias au niveau français, pas au niveau du marché réellement couvert, ce qui est une absurdité. Parce que du coup, si vous avez un seuil à 33, bah oui, Ouest France va jamais avoir 33% de la diffusion de l'ensemble de la presse quotidienne en France. N'empêche, ils peuvent se situer en situation complètement de monopole. Et puis on a des journaux quand même, voilà, dans le sud-ouest de la France, qui sont détenus par des hommes qui sont aussi des hommes politiques. On a vu tout ce qui s'est passé à Marseille. C'est pas normal que dans une même ville, vous ayez le principal employeur, qui est aussi le principal milliardaire de France, qui rachète des médias, qui rachète des titres de journaux. Ça pose énormément de difficultés. Et en fait, on voit finalement il y a toujours eu des baronnies dans la presse locale, en vrai, ça c'est une vérité, parce qu'en fait c'était moins cher de racheter un journal local qu'un grand national. Mais là on le voit aussi se renforcer, et malheureusement les journaux locaux aujourd'hui sont pas beaucoup plus protégés que les titres au niveau national, et on en parle moins. Une question auquel nous, on est beaucoup confrontés à COP Média quand on nous demande mais qui sont les médias qui sont sociétaires de COP Média et est-ce que c'est que des médias de gauche? Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de médias de droite qui sont concernés par la question de comment on préserve notre indépendance aujourd'hui? Bah écoutez, oui, enfin, enfin, est-ce que les médias sont concernés? Les journalistes, ils sont concernés. Moi, je suis désolée, mais enfin, du coup, j'enseigne aussi régulièrement en école de journalisme. Voilà, vous avez 20 ans, faites une école de journalisme. Peut-être que vous rêvez tous d'être employés à Mediapart, mais il y en a un certain nombre d'entre vous qui vont finir au journal du dimanche et au Figaro parce qu'en fait il faut bien travailler quoi et qu'il y a des médias de gauche, il y a des médias de droite et que vous n'aurez pas partout la même liberté, etc. Et que c'est notre rôle, moi je pense, comme justement citoyen puis acteur de cet écosystème de l'indépendance des médias, de faire en sorte que même si vous êtes journaliste au Figaro et que le Figaro se lève pas tous les matins quand même le poing en l'air pour se battre pour l'indépendance des médias, bah, que vous n'avez pas besoin qu'on se batte pour votre indépendance. Et c'est pareil pour les échos. Et encore une fois, là, c'est vraiment un combat qui est vachement important pour nous du côté d'un bout des médias. C'est-à-dire que je pense que si demain vous avez des attaques à l'indépendance du Figaro, à l'indépendance des échos, etc., même si c'est pas des médias qui se lèvent aujourd'hui pour l'indépendance des médias, même si c'est des médias qui plutôt, si vous prenez le point aujourd'hui, vous prenez Étienne Jarnel, c'est le premier à dire qu'il faut pas de droit de veto sur le choix du directeur de la rédaction, que vraiment ce serait le communisme importé sur les médias et que ce serait la fin du monde, bah n'empêche que si demain vous avez quelqu'un qui veut inverser complètement la ligne éditoriale du point, bah, on doit se soulever comme citoyen pour empêcher de le faire. Voilà. Oui, mais Et ça, c'est eh, vachement important et qu'on on doit pas regarder, on doit pas regarder le biais politique du média avant de décider de le défendre ou pas. Ce qu'il faut qu'on défende, c'est l'indépendance des journalistes, indépendamment de la ligne éditoriale du média. C'est ça le oui, mais pluralisme aussi. aujourd'hui, dans les médias qui font de l'indépendance leur combat, Il n'y a pas beaucoup à il- droite, je vais pas dit ça. Mais c'est pas parce qu'ils en font pas leur combat. Le non. JDD, avant leur prise en main par Bolloré, il faisait pas de l'indépendance des médias son combat. Et ben pour autant, c'était légitime d'aller se battre
pour les journalistes du JDD qui, de facto, ensuite ont créé une association et aujourd'hui, les anciens du JDD se battent et ont fait des médias leur combat. Comme Bien quoi. sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dit, mais comment ça se fait qu'il y a que des médias de gauche qui luttent, enfin qui font de l'indépendance un combat, qui vont dans COP Média, on a du mal à répondre à pourquoi est-ce que les médias de droite ne font pas de l'indépendance un combat aussi, quoi, alors qu'ils sont, tu le dis très bien, intimement concernés par cette question-là, quoi. Parce que je pense que, enfin, je sais pas pourquoi, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, mais je pense que fondamentalement, en fait, le problème, c'est un problème de vocabulaire. C'est-à-dire que comme on a Mm. développé l'idée de médias indépendants autour de ce que c'est fait avec Mediapart et toute la suite, et autour d'un écosystème de médias qui était à gauche, mais pour une bonne raison aussi, qui fait que les médias à droite étaient mieux financés, donc avec moins de besoin d'aller chercher des structures alternatives, en fait, on a fait de la notion d'indépendance une notion qui serait une notion de gauche, mais c'est pas vrai. Il faut préserver le pluralisme sur l'ensemble du spectre politique et il faut défendre l'indépendance des journaux de droite comme de gauche. Et encore une fois, hein, vous prenez des journalistes aujourd'hui dans des médias qui sont clairement classés à droite, je peux vous assurer que ce qu'ils veulent faire, c'est travailler en toute indépendance. Et on peut être pas d'accord avec leur ligne politique tout en respectant ça et c'est vachement important de le faire. Et c'est pour ça que je suis désolée, j'en reviens à ce point-là, mais que justement faire. Enfin, pour moi, il ne devrait pas y avoir de médias indépendants, il devrait avoir un système juridique qui garantisse l'indépendance de tous les médias et le pluralisme de l'ensemble du spectre médiatique, avec, soit pour l'audiovisuel, moi j'y tiens beaucoup, un pluralisme interne, soit pour la presse écrite, un pluralisme externe, avec médias de gauche, de droite, du centre, etc., etc. Yes. Je vais répondre à une question sur comment est-ce qu'on a choisi les médias que COP Média a financé, là, les 5 médias dont j'ai parlé tout à l'heure. Du coup, c'est notre conseil d'administration élu par nos sociétaires qui a instruit les dossiers et pris les décisions. Il y avait en gros 3 grands principes qui ont guidé les réflexions. Déjà, c'est le premier principe qui était, on voulait quand même avoir une prise de risque relativement mesurée. Je dis relativement mesurée parce qu'on sait très bien qu'investir dans un média aujourd'hui, c'est une petite prise de risque. Et que pour une coopérative toute jeune comme Cop Media, on voulait quand même, en tout cas, avoir un panachage de la prise de risque. Donc, comme vous le voyez dans les 5, il y a des médias très jeunes, il y a des médias beaucoup plus installés. L'idée, c'était d'investir cet argent de manière le plus possible sécurisant pour la coopérative COP Média aussi. Le deuxième principe, donc on a regardé, en gros, très concrètement, on a regardé les modèles économiques, on a regardé la stabilité, on a regardé les projections à 3 ans, voilà, en essayant de se dire, bon, comment est-ce qu'on choisit un panel de médias euh, qui mitige les risques, concrètement. On a aussi choisi pour ce premier appel à financement de ne financer que des médias stricto sensu et pas des structures qui soutiennent des médias ou des structures qui produisent des outils pour des médias. On trouvait que même symboliquement, c'était très important de soutenir les premiers bénéficiaires de la coopérative, les médias, directement sur des projets portés par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et on a essayé aussi dans notre choix de médias de refléter la diversité du paysage de la presse en France aujourd'hui. Donc écrit en ligne, national, local, payant, gratuit. Donc voilà, avec la petite subtilité qui est que pour cette fois-là, on n'a financé que de la presse. Mais ça ne préjuge pas de ce qu'on fera dans l'avenir. En tout cas, on a plutôt à Cop Media décidé d'avoir une acception du mot média assez large, même si là, ici, on parle quand même beaucoup de la presse pour le moment, mais il est tout à fait possible que à l'avenir, on finance d'autres formes de médias, radio, vidéo, etc. Et la dernière chose qui a guidé aussi le choix, c'était l'idée de dire on a vraiment envie de financer des projets qui vont avoir un impact, notamment dans les 2 prochaines années, des médias qui essayent d'aller toucher une audience différente, d'aller ouvrir les publics pour massifier leur audience. Donc voilà, ça a été aussi une recherche pour nous de dire voilà, est-ce que vous avez une dynamique d'aller chercher des gens qu'on n'entend pas, d'aller chercher des publics qu'on ne connaît pas aujourd'hui, etc.
Et c'est donc le CA qui a le conseil d'administration de la coopérative qui est composé de médias, de structures de l'économie sociale et solidaire, de quelques salariés et de citoyens et citoyennes qui soutiennent la coopérative. Voilà pour cette question. Il y a une question sur comment est-ce qu'on informe mieux les citoyens, citoyennes, de qui possède quoi, comment on est le plus transparent possible sur qui possède le média et quelle influence ça peut avoir. Parce qu'il y a plein de gens qui ne voient pas le problème d'avoir, par exemple, que Bolloré détienne un média. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous portez des propositions côté un bout des médias sur cette transparence à faire sur les structures de financement, parce qu'en plus, c'est hyper compliqué. Enfin, on a tous en tête, enfin, peut-être pas tous, mais peut-être on pourra vous mettre le lien de la carte du monde diplo. Mon diplôme, ouais. C'est tentaculaire, quoi. J'allais vous dire, il faut mettre le monde diplôme, la carte dans toutes les écoles. Mais si on est plus sérieux, je sais pas si c'était, non, je crois pas que ce soit dans les propositions du pôle plaidoyer d'un bout des médias, mais moi, une des choses que je défends, d'ailleurs, peut-être que j'arriverai à convaincre le pôle plaidoyer d'un bout des médias, c'est l'idée d'avoir des obligations de transparence, mais non seulement en termes d'identité de qui possède, mais en termes des activités liées. C'est-à-dire qu'il faudrait, bon, alors c'est assez facile sur la presse papier, ça pourrait être au même niveau que l'ours, sur la presse en ligne. Il faudrait que ça soit bah, qui sommes-nous en gros sur le site internet et à la limite pareil sur le site internet des chaînes de radio et de télévision. Vraiment une description précise des actionnaires avec une description de leur principale source de revenus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas intéressant en soi de savoir voilà, que tel média c'est CMA, CMG ou après de dire c'est Rodolphe Saadé. Par contre, si tout d'un coup vous vous apercevez que c'est le transport, la logistique, et que du coup tous ces médias vont être vent debout contre le fait d'aller revenir sur des niches fiscales dont ils peuvent bénéficier, ça c'est beaucoup plus intéressant. Ça c'est la première chose, et je pense que ça doit être en dur, c'est-à-dire que voilà, ça doit être affiché quelque part, les gens doivent pouvoir aller vérifier. Et puis ensuite, il y a des pratiques qui aujourd'hui sont plus ou moins vertueuses de la part des différents médias. Voilà, il y a des médias qui soulignent régulièrement quand parfois, je sais pas, ils vont mentionner le nom de leur actionnaire s'il peut y avoir un conflit d'intérêts. Mais je pense pas que ça soit suffisant parce que ça va me le faire si vous dites, ah bah tout à coup, je sais pas moi, un article du Monde, Xavier Niel, ils vont mettre par ailleurs, je sais plus ce qu'ils mettent, actionnaire de référence du journal Le Monde. Donc c'est bien de le mettre. Mais ça vous dit pas, du coup, à chaque fois qu'il y a un article, je sais pas, moi, sur Orange et du coup les télécoms, alors il n'est pas Orange, et chez Free, mais en fait le secteur le concerne directement, qu'il peut y avoir. Et bien sûr, parce qu'il n'y a pas toujours des conflits d'intérêts. Mais du coup, il faudrait que ça soit marqué en dur quelque part. Voilà, tac, tel actionnaire, paf, 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 tel secteur d'activité. Comme ça, au moins, les gens sont un tout petit peu plus conscientisés s'ils cherchent à un moment l'information, s'ils ont des doutes. Ça suffira pas, mais c'est une première étape pour commencer. Yes. Oui, oui, et puis après, pour sensibiliser au sens plus large sur pourquoi est-ce que c'est problématique, enfin, quels sont les cas où ça peut être problématique. En tout cas, quand une personne détient un média, c'est aussi, j'imagine, c'est raconter, c'est faire de la pédagogie, c'est donner à voir les cas où ça peut poser problème. Voilà, à mon avis, c'est un travail d'éducation populaire aussi à faire et d'enquête à faire au quotidien. On nous a demandé aussi la différence un peu entre les différents types d'aides aux médias et le truc le FPL, COP Média, Maison des médias libres, etc. Comment ça s'articule tout ça? Vas-y. Ouais. Bah, très concrètement, T'as je l'ai trois abordé minutes, hein? un. T'as trois Oui, minutes. 3 minutes. Je l'ai abordé rapidement tout à l'heure. Le fonds Presse Libre, aujourd'hui, c'est un fonds qui a été créé par Mediapart. Il y a absolument tout sur leur site. Ils sont ultra transparents, donc n'hésitez pas à aller voir. Qui lève du don et qui finance les médias. Alors, pas exclusivement, mais beaucoup sous format de subvention, c'est-à-dire qu'ils leur donnent de l'argent et souvent sur des montants entre 10 et 30 000 euros. Je crois que de temps en temps, ils vont au-delà, mais majoritairement, c'est plutôt des sommes de cet ordre de grandeur-là. Nous, aujourd'hui, et aussi après en avoir discuté avec le FPL, on s'est dit on se situe plutôt sur des ordres de grandeur entre 50 et 100 000 euros. Et comme je le dis, nous, on ne lève pas du don, mais du capital, et ce qui a pour conséquence qu'on ne donne pas cet argent, mais on l'investit. Donc, les médias remboursent cet argent à la fin à l'issue de la durée de cet investissement.
Donc voilà, c'est pas tout à fait la même forme d'argent. La Maison des Mille Libres, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment un projet de lieu incarné dans Paris, avec dedans effectivement des choses sur la mutualisation sur lesquelles on est intimement associé avec eux, mais c'est pas exactement la même chose. Mais du coup, le continuum de financement, nous, quand on a monté Cop Media, on a vraiment essayé de se dire, OK, donc il y a le FPL pour entre 10, 30, 40 000 euros. Il y avait à l'époque la bourse de l'émergence qui n'existe, enfin, en tout cas, qui a été gelée cette année. Je ne sais pas si elle va être remettre des fonds dedans, mais pour des médias en création, qui va jusqu'à 50 000 euros, je crois. Donc ça, on s'est dit, bon, médias en création, il y a la bourse à l'émergence qui existe. Il y a, donc j'en parlais tout à l'heure, le FSDP par exemple, ou l'IFSI, qui sont des organismes publics auxquels les médias peuvent s'adresser pour avoir des fonds, mais qui sont vraiment sur des gros montants en général, plutôt plus de 200 ou 300 000 euros. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, il faut peut-être qu'on se situe à un endroit où là, les médias ont peu de solutions qui sont sur des investissements de 50, 100 ou 200 000 euros, qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à des grosses machines comme le FSDP ou l'IFSIC, mais pour qui bah, la bourse à l'émergence n'est plus possible parce qu'ils sont plus émergents ou le FPL n'est pas suffisant. Donc voilà, nous, on a vraiment essayé avec les acteurs du secteur de dire qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans l'accès au financement pour les médias. Voilà, je ne sais pas si Julia, tu as un dernier truc que tu voudrais dire ou si tu vois des questions dans le chat auxquelles tu as envie de répondre. Si tu as un dernier mot que tu veux dire, Non, non, c'est bah, nous, on est une petite structure, un bout des médias. On cherche à se renforcer et notamment à être présent un peu partout en France. Il y a des endroits où on est très présent. Ça peut être à Clermont-Ferrand, on est présent à Marseille, etc. Il y a des endroits où on est moins présent. Je dis ça parce que dans le chat, la première chose que j'ai vue, c'est Bonjour de Dunkerque. Par exemple, à Dunkerque, on n'est pas présent, on est plus présent en Normandie, etc. Donc on a toujours besoin de nouveaux bénévoles, on a toujours besoin de nouveaux adhérents, on a toujours besoin de nouveaux petits dons, en sachant que vous pouvez donner à partir de 1 euro. Et ça nous permet justement bah, de faire vivre ce combat pour l'indépendance des médias, puis la mission de plaidoyer, et puis l'idée de voilà, de politiser un peu cet enjeu pour lui donner de la visibilité, parce que tant que je pense qu'on le fera pas, ça fonctionnera pas. Donc si vous avez 2 minutes avant d'aller déjeuner, voilà, je vous invite à juste à chercher un bout des médias et voir un peu ce qu'on fait, et si possible adhérer ou simplement même vous inscrire à la newsletter pour avoir des infos sur ce qu'on fait. Par exemple, vous auriez été prévenu du fait que nous avions un webinaire aujourd'hui avec Cop Media, et du coup merci Lucie pour l'invitation. et peut-être juste rappelle si tu dois conseiller un de tes livres pour tout comprendre à ce que tu as raconté là. Bah, je pense que franchement, le truc le plus à jour qu'on a fait, notamment en termes de propositions, etc., et aussi d'explication de la structure juridique aujourd'hui des différentes formes de médias, les fondations, les associations, la coopérative, les plus, les moins, c'est l'information est un bien public qu'on a publié au Seuil avec Benoît Huet. Très bien. Et bah donc, n'hésitez pas à aller le prendre en bibliothèque ou l'acheter auprès des librairies indépendantes, évidemment. Merci beaucoup tout le monde. Moi, je rappelle de notre côté qu'on est en levée de fonds jusqu'au 31/12 et que si on veut pouvoir continuer à financer des médias indépendants, ce sera grâce à vous. Parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé de milliardaires pour investir dans Cop Media. Donc voilà, on compte sur vous. Et ben merci tout le monde. On enverra un mail en essayant de reprendre tous les liens vers les trucs dont on a parlé aujourd'hui. Et puis voilà, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous écrire contact@cop-media avec un s.org. Voilà, on sera ravis de vous répondre dans nos capacités de répondre, vu on n'est pas beaucoup dans la structure non plus. Et ben merci beaucoup tout le monde Ouais, merci à et puis toutes bon et à tous. appétit. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.